Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, l'émission qui donne la parole au territoire de Charente. Ce soir, je vous invite à prendre de la hauteur au sens propre, puisque de là où nous sommes, nous dominons la vallée de la Charente, qui serpente à nos pieds et où nous pouvons apercevoir à travers la végétation, au loin, la ville d'Angoulême. En effet, après avoir gravi la côte Sainte-Barbe, pour ceux qui connaissent, sur la nationale 141, nous voici sur un des plus hauts points de vue du département, Fléac, où monsieur le maire, Guy Etienne, et des membres de son conseil municipal nous accueillent maintenant et vont nous faire partager leurs engagements et leur vision de la vie au quotidien de cette jolie cité aux portes d'Angoulême. Pour vivre avec vous ce moment sur RCF Charente, j'ai la joie de recevoir derrière nos micros monsieur le maire Guy Etienne, monsieur Alain Piot, premier adjoint pour la vie associative, monsieur Bernard Gougis, cinquième adjoint pour la communication, madame Sylvie Carrera, deuxième adjointe pour les finances, madame Marlène Blanchier, troisième adjoint pour les travaux, la voirie, les espaces verts, etc. Avec monsieur Jean-Claude Brigaut, conseiller délégué pour le développement durable, l'environnement, l'économie d'énergie. Madame Dominique Viroulot, conseillère déléguée pour les affaires sociales. Madame Hélène Gingast, je ne veux jamais me tromper sur votre nom, quatrième adjointe pour les affaires scolaires. Et monsieur Jackie Davio, sixième adjoint pour l'urbanisme. Alors, bonsoir à vous tous et puis merci d'être là. Monsieur le maire, vous êtes maire depuis 2008 et on est tous, un jour ou l'autre, passés en allant à Cognac ou au bord de la mer par cette fameuse côte Sainte-Barbe et donc dans Fléac. Mais on ne connaît pas vraiment bien cette commune que l'on traverse sans s'arrêter. Cependant, elle fait partie du Grand Angoulême et ne cesse de prospérer. Alors, pourriez-vous nous présenter votre commune afin qu'on la découvre sous un jour nouveau, peut-être même d'ailleurs à travers son patrimoine pour commencer. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, Fléac est remarquablement localisé au sein de l'agglomération. Et de plus, c'est une commune en pleine expansion qui approche aujourd'hui les 4000 habitants. Elle se situe à l'ouest de l'agglomération, à 5 km donc, du cœur d'Angoulême. Et elle est la porte d'entrée du Grand Angoulême en venant de Cognac et de la mer. On peut remonter en gabarre jusque-là il y a quelques écluses. Bon, d'accord. Alors voilà, ça nous mène au patrimoine. Allons-y. Et simplement un tout petit peu avant, donc, pour ajouter quelques mots pour la présentation, cette commune a le privilège d'appartenir à un axe le plus fréquenté et peuplé de la Charente. Vous parliez tout à l'heure que vous arriviez de la côte Sainte-Barbe. Vous empruntez donc la 141, cette 141 qui divise la commune en deux. Et demain, disons qu'il y aura une déviation entre la Vigerie et Saint-Thierry-Ex et la voie sera beaucoup moins passante. Le trafic devrait être divisé par deux. Et donc, ce qui ne devrait plus représenter une barrière pour Fléac, voilà, ça vous mais une véritable voie structurante. Ça va vous unifier la commune, ça va changer les choses. Tout à fait. D'accord. Parce que la liaison nord-sud sera assurée à partir de ce moment-là. Alors, dites-nous ce qu'on peut voir quand on vient à Fléac et que, pour une fois, grâce à cette émission, on va s'arrêter. Alors, ce qu'on peut voir à Fléac, Fléac dispose d'un patrimoine particulièrement riche. Je disais tout à l'heure la richesse d'une ville de 30 000 habitants à peu près. Oui, c'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission. Tout à fait. Et il y a là où nous sommes, l'hôtel de ville, cet hôtel de ville qui est la mairie aujourd'hui et qui est une ancienne pension de famille du 19e siècle, la pension Reverdy. Et donc, la commune en a fait l'acquisition en 1946 pour y transférer la mairie. Et disons que de ce bâtiment, on a accès à la Charente et on a accès aussi aux jardins de la mairie qui sont particulièrement beaux. Et d'ailleurs, les mariés viennent souvent ici pour prendre des photos. Bon, on peut dire que la mairie, votre hôtel de ville, c'est un château du 19e siècle. Presque. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Il y a aussi juste à côté l'église, donc, qui est un petit chef-d'œuvre de l'art roman. C'est Notre-Dame de Fléac, qui est monument historique depuis 1912 et qui, d'ailleurs, fait important. Elle n'a jamais connu de restauration importante. Et à l'intérieur, il y a une peinture murale du XVe siècle qui raconte le martyre de Sainte-Barbe.
Barbara. Nous avons aussi juste à côté le doyenné, où le doyen du chapitre venait percevoir la dîme en nature. Et il a été acquis par la commune, ce doyenné, en 1993. Et il abrite aujourd'hui des expositions temporaires et des associations à vocation culturelle. Nous avons aussi le château, qui est un bâtiment particulièrement beau. Et il a été construit par Louis Plochu au début du XXe siècle, à l'image d'un petit castel écossais. Et ce qui est intéressant, c'est que le frère de Louis Plochu, Edmond Plochu, était le secrétaire particulier de George Sand. Et c'est un homme de lettres reconnu, en France bien sûr, et dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, il est enterré à côté, à Nohant, à côté de George Sand. D'accord, d'accord. Mais on apprend des choses avec nous, monsieur le maire. Et aussi, ce qui est intéressant à dire, c'est que dans la première moitié du XXe siècle, Berthe Plochu, qui était la petite fille de Louis Plochu, eh bien, elle organisait des cercles littéraires au château. Donc à Fléac, il y a eu des cercles littéraires renommés grâce à Berthe Plochu. Bien. Alors je ne sais pas si on en parlera avec les associations tout à l'heure, si vous avez des associations qui sont penchées sur la littérature. En tout cas, vous avez une vocation naturelle. Voilà. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que le château, on le loue pour des manifestations comme les mariages toute l'année, le week-end particulièrement au mois de juin, juillet et août. Et disons que c'est un endroit vraiment remarquable où on peut dominer notamment la vallée de la Charente, mais aussi la ville d'Angoulême. On domine la ville d'Angoulême. C'est joli ce que vous dites là. Il y a aussi un autre bâtiment qui est vraiment très emblématique de la ville de Fléac, c'est le logis de Chalonne, qui est un logis du XVIe siècle. Son premier propriétaire, Jean de Mongeon, est l'auteur de l'alphabet de l'art militaire des armées royales. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et ce logis fut restauré par le marquis Marc-René de Montalembert au XVIIIe siècle. C'est le fondateur de la DCN de Ruelle. Le fondateur de la fonderie. Voilà. Enfin, voilà, je ne peux pas la rater, celle-là. Bien. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on voit que vous avez un patrimoine riche, aussi bien sur le fleuve, il y a même un chemin de halage, je crois, il y a beaucoup de choses. Mais évidemment, on ne vit pas que de patrimoine, mais également de services. Voilà. Donc, Fléac est très riche d'activités et de services, notamment avec un important groupe scolaire de 350 élèves, on vous en parlera davantage tout à l'heure, et 14 classes. Vraiment, c'est une école qui nous est enviée, parce que dès qu'un poste se libère, aussitôt il y a 60 personnes qui veulent le prendre. Et parmi les autres activités, bien sûr, il y a 22 associations culturelles et sportives. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on en parlera tout à l'heure avec Alain Piot. Il y a aussi un centre commercial que nous avons essayé de redynamiser, notamment depuis 2014, avec l'arrivée de la Poste, avec un restaurant, etc. Et il y a beaucoup d'autres services, bien sûr. Et on trouve aussi une partie des professionnels de santé dans ce centre commercial, les médecins, infirmières, orthophonistes, pharmaciens, etc. On a tout. Voilà. Je crois que vous avez 155 entreprises. Parce qu'on va être obligé de passer la parole aux autres. Mais voilà. Donc, des entreprises qui se trouvent dans 2 zones d'emploi. La zone Gade-Grenier, vous avez Roche-Beaubois, les Jardins de Fléac. Et puis la zone Nord-Atlantique, qui emploie 5 à 600 personnes, c'est quand même pas rien, avec notamment le centre de tri postal, 200 salariés, l'entreprise Brunet, Oxypharma qui va s'étendre, et donc des entreprises de première importance. Bien. Est-ce qu'on a aussi, on a bien sûr d'autres services dont on parlera tout à l'heure, la MJC, l'EHPAD, les transports qui vont être structurés, et à partir de 2019, disons que Fléac aura des transports dignes de ce nom, parce que jusqu'à maintenant, ça n'était pas le cas. Bien, écoutez, merci Monsieur le maire pour cette jolie et belle présentation qui nous donne envie de venir et même peut-être de nous installer pour certains. Alors comme vous êtes nombreux ce soir, j'ai fait avec votre accord plusieurs binômes qui travaillent dans le même secteur d'activité communale. Pour commencer, Monsieur Alain Piot à la vie associative et Monsieur Bernard Gougis pour la communication. Alors Monsieur Alain Piot, à la vie associative, il y a une vingtaine d'associations sur le territoire avec une spécificité pour la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture. Et vous allez pouvoir nous parler de tout cela, d'autant que vous êtes comme Monsieur le maire, né et vous êtes un enfant de Fléac, engagé très jeune déjà.
Oui, alors donc la commune a une richesse associative, c'est-à-dire une vingtaine d'associations. Ça nous représente un peu plus de 2000 adhérents. On a des associations qui sont assez typiques, c'est des artistes qui en sont la tête. Notamment, on retrouve de la danse folklorique, la chorale, du théâtre. Donc là, c'est vraiment maintenu par des personnalités très importantes. Alors après, on a toutes les associations classiques. Et j'en reviens donc à la MJC. C'est la MJC qui, elle, regroupe sous son aile à peu près une 28 sections. Alors, cette particularité de section, c'est qu'on peut créer plus facilement ou arrêter une activité en fonction des besoins de la population. Et c'est très actif. Donc, ça fait qu'en gros, sur la commune, on a une 50aine d'activités possibles. Vous auriez un exemple ou deux d'associations qui commencent, qui peuvent s'arrêter, ou juste pour nous donner une image? Après, c'est des activités art manuel ou une demande ponctuelle de la guitare ou choses comme ça. Donc, en fonction des besoins de la population, l'activité se monte, il y a l'intervenant. Et puis après, s'il n'y a plus de besoins ou que les gens changent, on peut fermer la section. Vous vous adaptez, très bien. C'est intéressant à savoir. C'est plus pratique qu'une association où il faut arrêter. Il faut créer. Alors, cette MJC ne fait pas que... Alors, il y a tout son secteur activité, mais il y a aussi, en son sein, tout le secteur enfant de jeunesse qu'on lui confie, nous, la commune, c'est-à-dire la petite enfance, les centres de loisirs. On a une halte garderie qui date de 1994, donc à bientôt 25 ans. C'était quand même précurseur à l'époque. Et puis, alors, on a aussi tout l'espace jeunesse. Et puis, on a un espace de vie sociale. Donc, actuellement, on est en renouvellement avec la CAF. Alors, cet espace de vie sociale, c'est un peu une concertation des habitants. C'est un service rendu à la population. Alors, notamment, samedi, on va avoir une réunion avec la population pour construire cet espace de vie sociale. Et si on arrive à monter un dossier conséquent, j'espère qu'on sera reconnu par la CAF qui nous permet de développer toutes ces activités. Alors après, on peut peut-être parler communication. On va parler avec M. Bernard Gougis. Voilà. Donc, quelle forme prend la communication et la culture sur la ville de Fléac? On va peut-être passer la parole donc à M. Bernard Gougis. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis en charge de la communication de la culture. Alors concernant la communication, nous avons déjà au niveau de la mairie un journal important qui est le Fléac Contact, qui est un journal trimestriel, donc qui relate un petit peu tous les événements de la commune, tout ce qui s'est passé, et tout ce qui va se passer. C'est-à-dire tout ce que les associations nous donnent comme éléments, ça nous sert, si vous voulez, pour programmer ce journal, bien entendu, avec beaucoup de photos, de façon à ce que ça soit beaucoup plus attrayant. Nous avons aussi un site internet au niveau de la commune, ainsi que Facebook, donc que les secrétaires et que notre collègue Hélène se chargent aussi d'alimenter. Nous travaillons aussi beaucoup avec la presse locale et le correspondant local. Dès qu'il y a une manifestation, ils sont forcément toujours prévenus, de façon à ce qu'il y ait des rédactionnels sur la presse. Nous avons aussi un système de panneaux d'affichage sur toute la commune. Il y a environ 25 systèmes il y a des vitrines et des grilles sur les différents endroits de la commune où chaque association et la commune peut... Alors, est-ce que c'est lu? Parce qu'on en voit partout dans toutes les communes, des grilles avec des choses, mais quel est le retour là? C'est une question de... Le retour est difficile à mesurer. Dans la mesure où certaines associations se servent de ces panneaux. Il faudrait une caméra avec Tout à fait. Et d'autres associations ne manifestent jamais l'envie de mettre leurs affiches, etc. Bon, il y a certaines associations qui mettent leurs affiches régulièrement et d'autres pas du tout. Après, je veux dire, chacun a sa manière de communiquer. Bon, il y a beaucoup de tracts et d'affiches après qui peuvent être mis en magasin et autres. Mais il y a tellement de possibilités de communiquer que c'est difficile de dire ce qui marche le mieux, quoi. D'accord. Bon, vous avez aussi, j'ai vu beaucoup de sculptures partout, donc vous qui vous occupez aussi de la sculpture et avec les associations, il y a des ateliers de Voilà. Alors en ce qui concerne la culture, c'est plus le domaine de mon collègue de Alain, mais je peux vous en parler parce que je fais partie du jury. Donc on a tous les ans un concours de peinture et sculpture. Tous les ans, donc il y a sculpture sur pierre, je précise. On a un atelier de sculpture qui s'appelle Onde de choc, qui est très, très, très dynamique. Mais ça fait peur, oui. Oui, c'est pas mal. Et tous les ans, on a régulièrement, vous en avez juste derrière vous. Oui, voyez, c'est ça. Il y en a un petit peu partout. Mais j'ai été très surpris et très agréablement surpris. Voilà, je tiens à le dire. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de sculptures. Tous les ans, il y a un thème précis pour la sculpture et idem en ce qui concerne la peinture. Donc c'est une association extrêmement dynamique et qui fait son concours régulièrement tous les ans. Voilà. Merci à tous les deux. Et puis peut-être que vous pourrez prendre la parole, mais je vois que le temps file, n'est-ce pas? Et qu'on va éclater le compteur parce que vous êtes nombreux ce soir et nombreuses. Madame Sylvie Carrera, alors vous êtes responsable des finances
et je le Oui, disais en bonsoir. présente. Bonsoir, l'émission. Votre ville est en constante évolution. Vous êtes notamment passé d'environ 3600 habitants à environ 4000 habitants. Comment gère-t-on cet ensemble avec les outils qui sont les vôtres? C'est pas facile parce que les choses Là, vous nous ont... plombez l'émission immédiatement. Je peux pas vous dire que Dès qu'on- c'est pas vraiment simple parce que les choses sont tellement en constante évolution que il faut faut avoir une vision une longue vue, mais d'un autre côté, on est toujours en train d'éteindre des feux aussi, donc c'est compliqué par rapport à ça. Parce que quand on a fait notre profession de foi en 2014, par exemple, pour vous donner juste un exemple, on était parti sur des projets qu'on ne pourra pas réaliser parce qu'on nous avait pas dit à ce moment-là que la DGF allait DGF. la dotation globale de Voilà. fonctionnement, elle est déclinée à un point tel que nous, pour notre commune, pour notre niveau de commune, c'est 210 000 € de moins. Ah oui, Entre- là, voilà. ça me parle déjà. Ouais, davantage. vous voyez ce que je veux dire. Donc, forcément, les difficultés, elles sont là aussi. C'est-à-dire qu'on nous a changé les règles en milieu de course. Oui, puis comme Donc, c'est pas facile. le besoin grandit, les dotations baissent. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Mais bon, on sait faire aussi quand même. Hein. Bon. On a des réponses à tout ça. C'est qu'on a une politique sociale et par rapport à l'urbanisme, justement, par rapport au logement. Donc, on a beaucoup de familles qui sont arrivées sur notre territoire, qui ont fait qu'au niveau fiscal, on a une hausse de fiscalité qui n'est pas négligeable. Donc, on arrive par ce biais-là. Et puis, désormais, on a bien compris le système. Et on sait maintenant que pour avoir du financement, il faudra plus compter sur les dotations, mais plutôt sur des financements de projets par des dotations qui sont des DETR. Alors là, c'est pareil, ce sont des sigles, alors il faut qu'on sache. Mais si, c'est ça veut dire important ça veut dire que l'État attend de nous des projets. Des gestions de projets et plus une dotation donnée au fil de l'eau comme c'était avant. Oui. Mais ça aurait été mieux de nous le dire Avant. avec des mots simples pour qu'on ait... Ayez un projet, on vous financera, Voilà. et n'attendez pas les sous pour avoir des projets. Je sais que j'ai des collègues aussi de d'autres communes qui ont eu des années difficiles parce que ça nous est un peu arrivé comme ça sans prévenir. Mais maintenant, je pense qu'on voit mieux où on va. Et puis, bon, alors après, on va vous parler de l'endettement, mais l'endettement, une commune qui n'est pas endettée, ce n'est pas une commune qui vit, ce n'est pas une commune qui investit, c'est une commune qui stagne. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, c'est comme ça, on doit avancer, on avance avec nos moyens. Maintenant, on a pris la décision de faire des investissements que si on a des subventions conséquentes en face. Et c'est ce qui se passe, par exemple, pour notre projet de 2019 qui va être l'extension de la salle des fêtes. Cette salle des fêtes qui nous avait été reconstruite au moment d'après-guerre, avec les financements après-guerre. Bon, elle a elle bien commence vécu. à dater, alors oui, si vous êtes... Elle date. Oui. Donc, on veut quand même avoir un équipement structurant sur la commune qui puisse s'adresser aussi bien aux associations C'est qui un lieu de l'utilisent vie, c'est un lieu de énormément vie, oui, bien sûr. et à notre population aussi qui ne peut pas forcément louer le château pour leur plaisir personnel. Donc là, ça veut dire que la salle des fêtes sera plus abordable. Alors, ça veut dire que la salle des fêtes, elle va être refaite l'année prochaine et qu'on va avoir des dotations pour couvrir cet investissement et qu'on va aussi faire un petit emprunt pour couvrir tout ça. Merci, Voilà. Monsieur le maire. Simplement, Vous pour ajouter quelque chose et pour prolonger ce que disait Sylvie, c'est qu'on a eu une politique de logement très volontariste et on a beaucoup de services, donc ça coûte très cher. Et c'est pour ça que quelque part, ça plombe aussi notre budget. Merci de cet éclairage. Merci à vous, donc Sylvie Carrera. Et on ne doute pas que les finances. Évidemment que le budget, il va continuer. Je veux dire, c'est pas. Ça va bien se passer. Mais effectivement, on a eu un moment difficile, il faut le reconnaître. Mais je pense qu'au niveau des communes françaises, il y a énormément de communes qui ont eu ces déboires. Et cette surprise. Oui. Oui. Ça nous explique aussi un peu comment ça se passe. L'émission, elle est faite pour ça. Mais on a aussi des dépenses incompressibles. Donc, on a du personnel, on
On a de la voirie, on a 35 km de voirie. Mais justement, on va en parler. La parole à ma collègue qui l'entretient. Marie-Hélène Blancier, maintenant, à la voirie. Qu'est-ce que j'ai dit? Marlène Blancier. Bon, Marlène Blancier. On va y arriver. À la voirie et aux travaux, ainsi que M. Jean-Claude Brigaut au développement durable et à l'environnement. Alors, quels sont chacun vos domaines de compétences et leur concrétisation sur le terrain? Madame Blancier, peut-être. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je suis effectivement en charge des travaux. Je suis en charge des travaux, de la voirie et des espaces verts. Alors, au niveau des travaux, effectivement, on a eu un gros domaine de travail, c'est-à-dire qu'on a repris d'entrée sur ce mandat. On a réaménagé et rénové et agrandi l'école maternelle. On a amélioré aussi en partie l'école primaire. Ça, c'était vraiment le projet phare un peu de notre mandat. Ensuite, pour les jours qui viennent, on a l'intention de travailler sur la mairie, sur la place de l'église. Monsieur le maire disait que l'église n'avait pas été rénovée ni réaménagée depuis qu'elle a été construite, mais c'est une vieille dame dont il va falloir prendre soin là, rapidement. Ça, c'est donc les gros travaux. Ma collègue disait qu'on allait aussi sur l'année prochaine agrandir et améliorer notre salle des fêtes. Donc ça, ce sont des travaux qu'on retrouve à peu près dans toutes les communes. Les voiries, c'est pareil, hein, il y a des trottoirs à refaire, les routes à refaire. Ça fait partie du travail de toutes les communes et ce sont d'ailleurs des compétences obligatoires. Par contre, j'aimerais bien vous parler de ce que nous faisons au niveau de l'environnement. Et toute l'équipe municipale, d'ailleurs, a été très active dans ce domaine-là et dans ces choix-là. À savoir que la loi sur la transition énergétique du juillet 2015 nous a interdit les collectivités à utiliser les produits phytosanitaires, ce qui arrivera d'ailleurs en 2019 pour les particuliers. Et donc, il a fallu effectivement à ce moment-là travailler autant sur les méthodes et les moyens mécaniques, dont mon collègue vous parlera tout à l'heure, mais aussi sur nos moyens humains, parce qu'il a fallu que ces gens qui étaient aux espaces verts apprennent à travailler autrement. À savoir, par exemple, que nous avons cessé le fleurissement annuel, hein, les petites fleurs qu'on met au printemps et qu'on enlève à l'automne, pour faire des parterres. On a tout repris les parterres de la commune, quasiment, les massifs. On y a planté des vivaces, ce qui est un gros travail au départ, mais c'est un gain de temps parce qu'une fois qu'elles sont plantées, il y en a pour 3 ans. Il suffit de les entretenir, mais il y en a pour 3 ans. Et ce sont des plantes qui demandent moins d'eau. Donc c'est aussi travailler pour l'environnement. Ensuite, nous avons travaillé sur des labels. On a eu le label Terre Saine, qui donc nous oblige effectivement à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Et il a bien fallu aussi trouver des solutions pour que nos hommes transfèrent leurs compétences, en fait. Et donc, par exemple, le cimetière, qui était un endroit très minéral, où il n'y avait pas un brin d'herbe, et surtout, les gens ne voulaient pas d'herbe, comme ils n'en veulent pas d'ailleurs sur les trottoirs. C'est un endroit très particulier. On a décidé de le laisser s'enherber, ce qui lui donne un aspect d'ailleurs plus naturel. Et aussi, on a végétalisé tous les murs du cimetière. Ça permet de donner des espaces plus verts, ça permet de faire vivre la biodiversité, puisque toute cette végétation est un lieu de vie pour tous ces insectes qui disparaissent, comme on le sait, très, très rapidement. Nous avons aussi réhabilité le verger du château, qui est entre le château et le logis de Chalonne, toujours pour redonner de l'espace aux espèces. Nous avons créé des mares en bas sur des zones humides, voilà. Pour créer des zones humides. Nous créons aussi des jardins partagés. Nous faisons des jardins de rue. Nous refleurissons les rues. Enfin, nous faisons tout un tas d'actions pour l'environnement
qui permet et qui en même temps embellit notre commune. Et tout ça, c'est effectivement dans l'idée de travailler sur l'environnement. Eh bien, merci de votre témoignage. Je pense que vous pourriez passer dans l'émission de notre ami Denis Charbonnier, Onde Nature, parce que vous avez plein de choses à dire et c'est des exemples à donner peut-être à d'autres communes qui n'aient pas peur et qui n'hésitent pas. On a déjà plusieurs maires qui ont eu cette démarche-là, de plus en plus. Alors maintenant, comment on met en place matériellement cette démarche, monsieur Jean-Claude Brigaud? Écoutez, ma collègue a déjà dit beaucoup de choses là-dessus, mais notre travail premier au niveau de la commune a été l'économie d'énergie au niveau de l'éclairage public. Donc notre travail a été fait sur environ 300 points lumineux sur la commune et nous avons remplacé toutes les lampes. Nous sommes passés du mercure au sodium et nous avons aussi baissé les puissances de chaque lampe. Ceci nous a permis de faire une économie de 30% sur l'éclairage public. On a aussi été les premiers à faire l'extinction de nuit, tous les jours, ce qui nous a permis de aussi penser à tous les animaux nocturnes qui ont besoin de vivre. Et les gens ne râlent pas de se cogner quand ils sortent et prennent leur lampe électrique? Non. Monsieur le maire me dit non, aucune plainte. Bon, tout va bien. Alors on peut très bien perçu par tout le monde. On n'a pas eu de remarques là-dessus. On a été aussi, les premiers à équiper dans une rue un éclairage public solaire. C'est la première commune qui a eu il y a quelques années de ça. Donc voilà au niveau des éclairages. Et moi j'avais envie que vous me disiez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et du coup, comment est-ce que vous désherbez? Parce que moi j'en avais parlé un peu par l'émission. Donc nous, ça va parler à tout le monde. De ma collègue Marlène, donc on était parti avec l'adhésion Terre Saine. En plus de Terre Saine, on a mis en place un plan d'entretien communal pour gérer tous nos espaces de manière à le gérer de manière différenciée. Donc les tontes espacées et ainsi de suite. Donc ça nous a obligés d'avoir un achat de nouveaux matériels, comme un robot mécanique, une brosse rotative, qui a été achetée en 2016 d'environ 8 000 €. Et on a acheté un désherbeur thermique autour de 25 000 €, un désherbeur à eau chaude. Et ces deux, lui à 25 000 €, ça fait une somme. Mais nous avons eu une subvention de 50% de l'agence Adour-Garonne qui finançait ces genres de produits. Ce qui nous a beaucoup diminué. Et ce surcoût a compensé l'arrêt d'achat de produits chimiques. Très bien. Écoutez, merci de votre témoignage, mais je suis un peu obligé d'aller vite parce que vous êtes, c'est vrai, nombreux. Vous êtes toujours en direct sur RCF Charente, en direct de chez vous, depuis la belle salle du conseil municipal de Fléac, avec monsieur le maire Guy Etienne et des membres de son conseil municipal. Alors, on poursuit avec madame Dominique Viroulot pour les affaires sociales et madame Hélène Gingast pour les affaires scolaires. Alors, madame Viroulot, vous vous êtes engagée en me disant que pour vous, c'était un devoir d'aider. Alors, avec cette charge communale, vous avez matière pour concrétiser cette vocation. Quelle forme prend-elle ici ? Nous, au niveau des affaires sociales, comme c'est une commune qui est quand même à taille humaine, on a une possibilité de suivre les personnes en difficulté, beaucoup plus que si c'était une grande agglomération. Donc, notre politique sociale est très volontariste, c'est-à-dire que on reçoit les personnes ici qui sont en difficulté, soit après communication par les assistants sociales, soit parce que les gens font une démarche volontaire et viennent en mairie nous expliquer leurs difficultés. Donc, on a ce suivi de ces personnes. Donc, on a un CCAS qui est très actif et qui aide ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a des aides. On attribue des aides à des gens, par exemple, qui ont des dettes d'énergie, de cantine, des fois. Et donc, le CCAS, le conseil d'administration du CCAS délibère pour accorder ces aides. D'accord. D'autre part, au niveau du social, au niveau mairie, nous gérons le plan canicule. Vous savez que depuis juin 2004, on a une obligation, on tient un registre des personnes isolées
qui sont isolés ou handicapés sur la commune. Et c'est une obligation. Et nous, au niveau FLEAC, tous les ans, pendant les périodes de canicule, on appelle les gens pour savoir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Voilà. Et est-ce que vous constatez une augmentation de gens en difficulté oui. depuis quelques années, puisque vous êtes là depuis un certain temps? Oui. Comment vous voyez ça? Oui, parce que on le constate de plus en plus, parce que on a un partenariat avec l'épicerie solidaire de Saint-Michel, l'épicerie sociale, et on voit que c'est en constante augmentation. Donc les gens ne peuvent plus se nourrir. Et donc, ils vont à l'épicerie sociale. Et nous, on remarque en mairie que nous avons aussi beaucoup de colis alimentaires. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, il y a des gens qui se présentent en mairie qui n'ont plus rien à manger, qui n'ont plus rien dans leur frigo. Donc, la mairie et le CCAS leur fait des colis alimentaires que nous prenons à notre cuisine centrale. Mais il n'est pas question qu'on laisse les personnes en difficulté. Donc, en cas de non-acceptation de l'épicerie sociale, et c'est très rare, on a des bons d'achat aussi, des bons alimentaires. Bien. On voit que là aussi, vous avez une politique volontariste, et puis c'est bien que vous puissiez témoigner de ces gens qu'on n'entend pas d'habitude, monsieur le maire. Vous vouliez rajouter. Politique sociale très volontariste. Voilà. Oui. Ben, j'ai l'impression que tout est volontariste, mais ça ne se sent pas quand on arrive. Oui. Bon, merci beaucoup Madame Virouleau. Madame Gingast, comment en êtes-vous arrivée à vous occuper des affaires scolaires, et comment dans une ville qui ne cesse de grandir en termes de population, ça peut se concrétiser également? Alors déjà, comment j'y suis arrivée en fait voilà. Donc je ne suis pas du Cru, je ne suis pas fléacoise, je suis d'une autre région. Je suis arrivée en 96 en Charente, et donc lorsque ma fille aînée a été inscrite à l'école, je me suis impliquée dans l'association de parents d'élèves, où j'ai occupé différents postes et le poste de présidente. Voilà. Donc naturellement, voilà, lorsque monsieur le maire a constitué son équipe, il m'a appelée pour ceci. Voilà. Et donc ce que je dois dire, c'est que j'ai la chance de pouvoir mener une action au sein d'une communauté scolaire très dynamique, entre équipes enseignantes, services communaux et parents d'élèves. Voilà, donc c'est vraiment une chance, parce que pour pouvoir faire fonctionner une école de 350 enfants et de services périscolaires, puisque nous, la commune, on est surtout impacté par les services périscolaires. Donc dans les services périscolaires, donc les garderies du matin, et ensuite des accueils de loisirs, parce que on dit garderie le soir, mais c'est un accueil de loisirs, avec des activités, avec du personnel communal qui s'implique pour faire des choses intéressantes. Donc en ce moment, par exemple, on travaille un projet théâtre donc avec une association locale qui s'appelle La Plume et le Masque, pour produire un spectacle à destination d'une soirée solidaire UNICEF, puisque la ville est ville amie des enfants UNICEF. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment moteur pour notre action. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, associé ville partenaire avec les enfants UNICEF, ce que vous venez de dire? Ça prend quoi comme concrétisation? Ça veut dire quoi? Alors, comme concrétisation, donc on fait un engagement, on signe une sorte de contrat avec l'UNICEF, une charte, voilà. Donc on remplit un document dans lequel on décrit l'action passée et celle à venir, vers où on va et ce qu'on fait et ce qu'on va faire donc pour les enfants, pour le bien des enfants. Donc on est très attentif justement à leur fournir des conditions d'apprentissage matérielles, puisque les conditions d'apprentissage après, donc c'est les enseignants. Nous on est là pour que tout soit c'est sous le bien. patronage de l'UNICEF, c'est ça que je voulais comprendre. Voilà, c'est ça, c'est sous le patronage de l'UNICEF. On voit les pays étrangers, etc. Mais non, voilà. Là c'est directement une charte finalement. Tout à fait. Hein, c'est quelque chose de très fort, et donc on essaie d'être de mener l'action autour de tout ça. Voilà. Monsieur le maire, vous voulez rajouter un petit mot? Je voulais dire que Fléac est une petite ville parmi les grandes en ce qui concerne l'UNICEF. On est aux côtés de villes comme Bordeaux, Toulouse, etc. Donc Fléac est vraiment une petite ville, mais qui a toute sa place par les activités justement que l'on mène. Alors, mais l'UNICEF a accepté, bien que vous soyez une petite ville, de prendre... Depuis 2000...
Depuis 2007. D'accord. Et donc, la ville grandit, les habitants aussi, les enfants arrivent. Comment est-ce qu'on pousse les murs? Les enfants arrivent, oui, c'est sûr que donc une école à 350 enfants, donc comme le disait Marlène Blancier tout à l'heure, l'école maternelle a été agrandie, mais risque de se trouver très vite trop petite, puisque on parle d'une ouverture d'une 5e classe pour la rentrée prochaine, puisque donc notre école a quand même une particularité. Nous avons une classe de toute petite section pour accueillir les enfants de 2 ans et une classe qui s'appelle ULIS, Unité locale d'inclusion scolaire. Voilà, donc c'est quelque chose quand même qui caractérise cette école et qui en fait vraiment une école unique, hein, l'une des plus grandes de la Charente. Voilà, donc pour tout ça, évidemment, il faut s'adapter, il faut être réactif. Il faut que cette communauté scolaire soit dynamique, réagisse vite, parce qu'on a dû subir depuis quelque temps des réformes de rythme scolaire qu'il a fallu mettre en œuvre de manière, on va dire, efficace pour que tout le monde soit bien. Et une autre réforme aussi qui est tombée en juin, puisque donc au niveau des rythmes scolaires, il a été donné la possibilité de déroger au cadre des 4 jours. Donc voilà, à chaque fois, il faut être très réactif. Donc c'est sûr que tout ce petit monde doit travailler ensemble. Et voilà, moi, mon rôle, c'est un rôle très, très humble, je dois dire, de facilitateur pour que tout ça fonctionne. Alors justement, pièce essentielle pour que tout se passe bien, mettre de l'huile dans les rouages, je suppose. Et quels sont les retours des parents d'élèves, même des enseignants et des élèves? Comment ils vivent-ils cette façon d'être ici aussi volontariste? Alors, ça se passe très bien. Hein. On a un très bon relationnel avec les équipes enseignantes, avec le directeur d'école et les parents d'élèves aussi, parce que de par mon histoire aussi, j'ai une relation quand même très particulière avec les associations de parents d'élèves. Je sais tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'ils font pour dynamiser cette communauté scolaire. Et donc tout ça, c'est un travail d'équipe, un travail collectif. Voilà. Monsieur le maire, vous vouliez rajouter quelque chose? Tout ça pour dire que Hélène Gingas, comme tout le monde bien sûr, mais fait un travail remarquable. Et disons que s'il y a une si bonne entente, c'est qu'il y a une raison. On le sent à sa façon de parler, à sa façon d'être. Il faudrait que vous alliez sur le site pour voir la vidéo que nous faisons en ce moment. Et comme ça, vous verrez le dynamisme. Voilà. Merci. Oui, je voudrais juste rajouter un petit truc très important. J'ai parlé de périscolaire aussi, donc je voudrais faire un petit focus sur la restauration scolaire. Donc on est engagé par le chef de la cuisine centrale et des équipes des cuisines sur des démarches très volontaristes, on va dire, encore une fois. Donc en ce qui concerne le gaspillage alimentaire, et d'ailleurs, donc ça a été récompensé aujourd'hui. Donc nous sommes allés à Bordeaux pour recevoir un trophée. Aujourd'hui même. Voilà, donc le trophée Régal. Voilà, donc dans la catégorie collectivité, nous sommes arrivés premiers. Donc là, je félicite le travail du chef de la cuisine centrale et de ses équipes. Et donc premier devant Bordeaux et devant voilà. Donc c'est quelque chose. Encore à des villes très importantes. Voilà. Ça, je vois. Fléac, la petite, a gagné. Je vois ça. D'abord, vous commencez à me dire que vous avez le patrimoine d'une ville de 30 000 habitants. Maintenant, vous me dites, alors l'UNICEF, c'est pour les grandes villes. Là, le concours, vous l'avez rapporté. Alors, vous parlez de cuisine centrale, vous parlez du chef. Cuisine centrale, c'est une cuisine centrale de la municipalité. Tout à fait. C'est pas un organisme extérieur où on vous fabrique et on vous livre votre cuisine. Tout à fait. On est très attaché à ça, et donc on est à plus de 50% de bio au niveau des restaurants scolaires. On est très attaché à la maîtrise de toute cette production. Et d'ailleurs, moi je vais assez souvent à la cantine pour déjeuner, et on voit que c'est bon, quoi. Et c'est bon parce que les enfants mangent très bien, et vraiment on a quelque chose de qualité, et donc ça c'est pas prêt de s'arrêter. On s'accroche à ça et on le défend. On le sent. Monsieur le maire?
Disons qu'elle y retourne parce que c'est bon. Ah oui, oui. Ça, c'est un bon exemple. Merci à vous, évidemment, pour ce témoignage et ce dynamisme aussi, Madame Gingast. Alors, Monsieur Jacky Davio, vous avez la responsabilité de l'urbanisme. Alors, j'imagine que, vu ce que nous avons dit sur l'évolution de Fléac, vous ne manquez pas de travail. Mais d'abord, peut-être nous dire, qu'est-ce que fait quelqu'un qui, dans une municipalité, est chargé de l'urbanisme ? Alors l'urbanisme à Fléac, ça commence par un PLU qui a été... Donc vous allez nous dire ce que c'est qu'un PLU. Un PLU, c'est le plan local d'urbanisme, voilà, qui a été adopté le 13 février 2014. Fléac a été certainement une des premières communes, des 16 communes du Grand Angoulême, à élaborer son PLU. Donc Fléac est régi par un PLU qui commence par un règlement. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire n'importe où et faire n'importe quoi, si je comprends bien. Hein. Tout à fait. Et la première chose qu'il y a dans le règlement, c'est le zonage. Les zones qui vont des zones d'habitat aux zones agricoles, des zones d'activité, qu'on a dit sur le maire, on a 2 zones d'activité économique, et on a aussi les zones boisées et les zones humides. Je vous coupe un instant, vous avez aussi des zones agricoles, parce qu'ici, c'est une terre agricole, donc oui. ça perdure. On a pratiquement 700 hectares de terre agricole. Voilà, ça c'est important, avec des vignes aussi, je crois, non ? Oui. Voilà. Bon, ça c'est pour situer, pour les gens qui nous écoutent loin de Fléac, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il y a comme... Il n'y a pas forcément des limousines, hein, voilà. Mais il y a des vignes, d'accord. Voilà. Les limousines ont été remplacées par les alambics et le cognac. D'accord, je comprends. Alors pardon, poursuivez sur votre PLU et votre plan d'occupation. Donc, comme je le disais, on a des zones, plusieurs zones, et ça comporte, chaque zone a son règlement aussi. Un règlement, notamment un règlement, si on prend l'habitat, comme l'a dit monsieur le maire, Fléac a un gros patrimoine, et donc patrimoine, la première qu'on va dire, l'église Notre-Dame de Fléac, et monument classé, donc comme dit Sylvie, c'est une contrainte, car ce secteur fait partie d'une zone ABF, Architecture des Bâtiments de France. Oui, mais c'est important que vous puissiez nous le dire. Voilà. Alors donc, après, on n'a plus beaucoup de temps, on a 1 minute en gros, tout pour ce nous secteur, parler du reste. Tout ce secteur habitat est régi, si on va se dire, tout le vieux Fléac est régi par les Bâtiments de France avec ses prescriptions et ses arrêtés. Les autres arrêtés sont régis sur l'habitat, sont régis par des règles sont régis par le PLU, avec toutes les contraintes que ça comporte, hein. Les hauteurs, les implantations d'habitat, comme vous l'avez signalé, les couleurs d'enduit, tout ce qui peut suivre, on suit tout l'habitat. Et ça, c'est un gros travail. Oui, j'imagine. Donc, on a bien compris, vous avez l'habitat pour que les gens puissent venir s'installer, construire, et puis aussi tout l'habitat, l'église dont vous parliez tout à l'heure, et tous les bâtiments afférents à la mairie. Au public. Au public. Bon, mais je crois qu'on va être obligé d'arrêter là, parce que monsieur le maire voulait dire un dernier petit mot avant qu'on ne conclue l'émission. Merci beaucoup, monsieur Davio. Et puis, on peut toujours venir vous rencontrer pour que vous nous parliez de comment ça se passe. Simplement monsieur dire qu'on aurait pu parler de beaucoup d'autres sujets. Ah oui, ça, notamment le fleuve et la vigne dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Simplement, en conclusion, je dirais, voilà ce qu'est Fléac, hein, une belle petite ville résolument ancrée sur les certitudes de son passé, de son riche passé, et résolument tournée vers un avenir plein de promesses. Bon, avec volontarisme et sympathie. Merci à vous, bonsoir à toutes et à tous. Merci à nos invités, à monsieur le maire, à Malik Pestana et à Raphaël Gamache qui ont mis en onde cette émission. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure dans l'église Saint-Léger de Cognac avec le père Pierre-Marie Robert pour Nos paroisses ont du talent. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Sans oublier que dimanche après-midi, nous sommes en direct de Cognac et d'Angoulême de 14h à 18h pour les rendez-vous de la joie. À bientôt à tous et à toutes. Et on applaudit. Merci beaucoup. Voilà. Merci Radio Accord. Oui, RCF maintenant. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.